L'espace. Lorsque nous prononçons ce mot, nous imaginons généralement un abîme noir. Froid et mortel. Des myriades d'étoiles sont disséminées dans son étendue infinie. Des naines rouges à peine visibles aux géantes bleues qui incinèrent tout ce qui se trouve à proximité. Et cette image correspond pleinement à la vérité. Mais il est également vrai que l'univers est plein de mondes magnifiques et étonnants. Leur nombre est si important qu'il est presque impossible de le déterminer avec précision. En même temps, chaque exoplanète est unique en son genre, ce qui signifie que leur diversité est incroyable. Et bien que l'homme ne soit pas encore en mesure de quitter son système d'origine, nous pouvons toujours faire un voyage vers les plus remarquables des mondes déjà connus. Notre voyage commencera près de l'Observatoire orbital automatique TESS, qui nous a permis de regarder un peu plus profondément dans le mystérieux abîme cosmique. Avec son aide, nous visiterons le voisinage de la naine rouge sombre TOI 700 pour faire connaissance avec ces planètes étonnantes, potentiellement propices à la vie. Ensuite, nous nous rendrons sur l'étoile de Teegarden, à proximité de laquelle se trouve la planète la plus semblable à la Terre découverte à ce jour. Et après en avoir fait connaissance, il sera temps d'explorer le monde insolite de Gliese 1214b, qui appartient à la classe la plus rare des planètes océans. Le chemin ultérieur nous mènera vers une multitude d'objets spatiaux différents qui n'ont qu'une chose en commun, leur incroyable létalité. Température extrême, radiation dévastatrice et environnement agressif, la combinaison de tous ces facteurs rend ces planètes véritablement terrifiantes. En fin de compte, ce voyage nous mènera aux confins les plus éloignés de l'univers et le télescope orbital James Webb nous aidera à mieux les observer. Tenez-vous prêts, nous commençons. Cosmo. Les premières exoplanètes ont été découvertes à la fin des années 80 du siècle dernier. Et, au fil des années, leur nombre a augmenté à plusieurs reprises. En janvier 2021, plus de 4000 planètes appartenant à d'autres systèmes ont déjà été découvertes. Et en plus, plusieurs milliers de candidates à ce titre ont été enregistrées. La plupart d'entre elles acquerront un statut à part entière après confirmation par des observatoires terrestres. Le nombre total de planètes dans notre galaxie pourrait vraisemblablement dépasser 1 trillion. De 5 à 20% d'entre elles sont similaires à la Terre en taille et en composition. Mais ces planètes ne sont pas toutes situées dans la zone habitable et capables d'accueillir la vie. Cependant, les scientifiques estiment que la Voie lactée contient au moins 300 millions de planètes potentiellement habitables. Les conditions sur les exoplanètes sont extrêmement diverses. Parmi elles, il y a à la fois des corps énormes, plusieurs fois plus gros que Jupiter, et de petits corps dont la taille est très proche de celle de la Terre. Certaines d'entre elles sont brûlantes et recouvertes d'océans de lave en fusion, tandis que d'autres sont à jamais figées dans une coquille de glace. Il y a des planètes océans qui n'ont pas du tout de surface solide, ainsi que des planètes où il pleut de l'acide sulfurique ou neige des diamants. Différentes méthodes sont utilisées pour rechercher d'autres mondes. En règle générale, il est presque impossible de remarquer une exoplanète en utilisant l'observation directe à travers un télescope. C'est pourquoi, en 2009, Kepler a été lancé, le premier télescope spatial spécialisé dans la recherche de planètes hors du système solaire. Les caméras du télescope ont été équipées de 42 matrices d'une résolution totale de 96 mégapixels et permettant de voir environ 25% du ciel étoilé. En combinaison avec le miroir de 1,5 m du télescope, tout cela a permis de détecter des objets extraterrestres à une distance allant jusqu'à 3000 années-lumière de la Terre. En 3 ans et demi de travail actif, Kepler a découvert plus de 3500 exoplanètes candidates, dont plus de 2000 ont déjà été confirmées par des observations répétées. En particulier, la plus petite des exoplanètes actuellement connues a été découverte. Le diamètre de l'objet Kepler 37b n'est que de 35,7% de celui de la Terre. De plus, plusieurs étoiles et naines brunes ont été découvertes grâce au télescope. Kepler a utilisé la méthode du transit pour rechercher des exoplanètes. Cette méthode est basée sur des observations de la luminosité d'une étoile. Si la planète supposée passe entre son étoile mère et l'observateur, la luminosité de l'étoile diminuera. La magnitude de ces fluctuations dépend directement du rapport des tailles de l'étoile et de celle de la planète.
et la périodicité fournit des informations sur la période orbitale. La méthode du transit nécessite une grande précision de mesure, car les changements dans le spectre des étoiles ne dépassent pas 2%, et souvent même des dixièmes et des centièmes de pourcent. Les fluctuations atmosphériques, la poussière et les précipitations provoquent de grosses erreurs dans le fonctionnement des télescopes terrestres. C'est pourquoi les télescopes installés sur les stations spatiales automatiques sont utilisés pour rechercher des objets hors du système solaire. Malheureusement, le télescope spatial Kepler a subi plusieurs pannes importantes en 2013, 3 ans et demi après son lancement, et en 2018, l'appareil a finalement cessé de fonctionner. Kepler devient le premier engin spatial dédié à la recherche d'exoplanètes. Cependant, la plupart des objets qu'il a découverts se sont avérés trop éloignés et peu lumineux pour une étude détaillée. Par conséquent, le complexe de recherche suivant a des paramètres légèrement différents. Le Kepler a été remplacé par le télescope TESS, qui a été lancé le 18 avril 2018 par la NASA. Son objectif principal est de rechercher des exoplanètes rocheuses situées autour des étoiles les plus brillantes, jusqu'à 200 années-lumière du Soleil, en utilisant la méthode du transit. Ce télescope est équipé de 4 télescopes réfracteurs, avec un champ de vision de 24 par 24 degrés et une ouverture de 10 cm. Une orbite spéciale permet au télescope d'observer à la fois les parties nord et sud du ciel, et permet de voir ainsi environ 85% du ciel étoilé. Les photos sont prises par 4 caméras, dont chacune a une matrice de 16,8 mégapixels. L'une des découvertes les plus intéressantes de TESS est TOI 700D. Cette exoplanète a été le premier objet de ce type de taille comparable à la Terre et situé à l'intérieur de la zone habitable de son étoile. Elle tourne autour de la naine rouge, TOI 700, située un peu plus loin que 100 années-lumière du Soleil. C'est une petite étoile plutôt froide, sa température est la moitié de celle du Soleil, et sa masse et son rayon ne représentent que 40% des paramètres similaires de notre étoile. L'une des caractéristiques de TOI 700 est sa grande stabilité. Aucun signe d'explosion n'a été enregistré dessus pendant toute la période d'observation. La stabilité d'une étoile est un facteur positif, car des sursauts d'activité peuvent arracher l'atmosphère des planètes et avoir des conséquences néfastes pour la vie potentielle à leur surface. L'étoile a au moins 3 planètes. La plus proche de l'étoile, TOI 700b, est de taille proche de la Terre. Sa masse est d'environ 1,07 de la masse de notre planète, et le rayon ne diffère de celui de la Terre que de 2% au maximum. Malheureusement, TOI 700b est trop proche de l'étoile, environ 0,06 unités astronomiques. Et l'année sur cette planète ne dure que 10 jours. De plus, elle est probablement en rotation synchrone, ce qui signifie qu'elle est tournée vers l'étoile d'un côté. Et il y a une forte probabilité que la planète soit très chaude. La deuxième planète, TOI 700c, est suspectée d'être une mini-Neptune. Sa masse est de 5 à 13 masses de notre planète et son rayon est 2 à 3 fois supérieur à celui de la Terre. TOI 700c effectue une révolution complète autour de son étoile en 16 jours et se trouve plus près de la limite intérieure de la zone habitable. Vraisemblablement, il y fait trop chaud pour l'émergence de la vie. TOI 700d est la 3e planète découverte dans ce système planétaire et jusqu'à présent la plus éloignée. Il faut 37,4 jours pour faire une révolution complète autour de l'étoile et l'orbite se situe le long du bord intérieur de la zone habitable. La masse de TOI 700d est déterminée approximativement et peut varier de 1 à 3 masses terrestres. Et le rayon ne dépasse celui de la Terre que de 20 à 30%. On suppose que TOI 700d est une planète rocheuse, mais sa composition exacte est encore inconnue. Le flux d'énergie de l'étoile est de 86% du même flux de ce que la Terre reçoit du Soleil. Si nous supposons la présence d'une atmosphère similaire à la Terre, alors les calculs montreront la température d'équilibre de surface de TOI 700d à 268,8 Kelvin ou moins 4,3 degrés Celsius. Cependant, l'effet de serre ou d'autres caractéristiques de l'atmosphère peuvent modifier considérablement cette valeur vers le haut ou vers le bas. L'excentricité orbitale de TOI 700d n'est pas exactement connue, mais on suppose qu'elle est assez faible, 0,11 environ.
L'orbite de la planète est située le long du bord intérieur de la zone habitable. Donc bien que l'excentricité soit petite mais notable, elle pourrait conduire au fait que TOI 700D s'approchera trop près de l'étoile dans certaines parties de l'orbite, quittant la zone habitable. Cependant, de telles périodes ne seront pas longues, car une année sur la planète dure un peu plus qu'un mois terrestre. S'il y a de la vie sur TOI 700D, alors ses représentants pourront traverser un moment inconfortable en biostase, s'y adapter ou migrer vers des régions plus favorables. Bien que les données d'analyse spectrale de TOI 700D soient encore insuffisantes, cela n'exclut pas l'existence d'eau liquide à sa surface. Dans ce cas, l'effet de serre est inévitable, ce qui permettra à la température à la surface de la planète d'atteindre des valeurs confortables. Il y a une forte probabilité que TOI 700D, comme les autres planètes du système, soit en rotation synchrone, ce qui signifie qu'elle est tournée vers l'étoile d'un côté. Si c'est le cas, la température du côté ensoleillé peut différer considérablement du côté ombragé. Une atmosphère dense pourrait adoucir le contraste, mais dans ce cas, de forts vents de force d'ouragan sont inévitables. À l'heure actuelle, le télescope TESS a terminé sa mission principale, mais ses ressources sont loin d'être épuisées. Dans un avenir proche, le télescope continuera à photographier le ciel étoilé, y compris dans le plan de la Voie lactée, la direction la plus difficile pour les observations. Au cours de la mission principale, TESS a découvert plus de 2100 exoplanètes candidates, dont au moins 66 ont déjà été confirmées. De plus, 6 explosions de supernovas ont été enregistrées. 3 exocomètes ont été identifiées et de nombreuses images de petits corps du système solaire ont été obtenues, qui, bien qu'elle n'était pas l'objectif principal de la mission, présentent toujours un intérêt scientifique. Avant de partir pour un voyage spatial au-delà de notre système, il est nécessaire de comprendre comment choisir parmi des milliers de planètes celle qui ressemble le plus à la Terre. Quels paramètres ce monde merveilleux devrait-il avoir et à quoi devrions-nous prêter attention en premier lieu? De toute évidence, les planètes propices à l'apparition et au maintien de la vie ont toujours suscité un intérêt particulier chez les chercheurs. Cependant, il n'est pas facile de sélectionner les corps célestes appropriés parmi la multitude de ceux qui ont été découverts. Afin de disposer d'un critère de sélection clair, les scientifiques ont formulé ce que l'on appelle l'indice de similarité avec la Terre, abrégé en IST. Elle repose sur quelques paramètres basiques, le rayon de la planète, sa densité et la température moyenne de sa surface. Leur combinaison permet, si nécessaire, de calculer la masse de l'objet, sa composition approximative, le niveau de gravité, la présence d'une atmosphère et certaines de ses caractéristiques, ainsi que la présence d'eau liquide et d'autres informations sur la planète. La référence pour cet indice est la Terre. Ces paramètres sont reconnus comme idéaux et l'IST est égal à 1. Sur la base des valeurs de l'indice de similarité avec la Terre, tous les objets connus peuvent être divisés conventionnellement en 3 catégories. La première catégorie comprend les corps célestes dont l'IST est inférieur à 0,5. Il s'agit principalement de géantes gazeuses et glacées, ainsi que d'objets extrêmement chauds ou au contraire froids. La plupart des planètes et des satellites du système solaire appartiennent à cette catégorie. Une seule caractéristique qui dépasse largement les valeurs admissibles suffit pour qu'un corps céleste devienne défavorable à l'origine et au maintien de la vie. Prenons l'exemple de Vénus. Le rayon et la masse de ce corps céleste sont très proches des paramètres de la Terre. Cependant, en raison de sa proximité avec le Soleil et de son atmosphère dense, la température de surface est extrêmement élevée. C'est pourquoi, malgré la ressemblance extérieure avec la Terre, l'IST de Vénus est faible et ne s'élève qu'à 0,44. Bien entendu, il n'est pas question de vie à sa surface. La deuxième catégorie comprend les corps célestes dont l'IST est compris entre 0,5 et 0,7. Ces objets ressemblent déjà davantage à notre planète natale. Il s'agit principalement de mondes rocheux, aux températures relativement modérées, mais il peut également s'agir de planètes océans et même de quelques gros satellites. Dans le même temps, un indice relativement élevé ne garantit pas lui-même des conditions de vie favorables. Par exemple, les planètes de faible masse sont souvent incapables d'avoir une atmosphère suffisamment dense et leur champ magnétique est trop faible pour protéger la surface des radiations mortelles.
D'autres corps célestes peuvent être situés trop près de leur étoile mère, ce qui les fait inévitablement tomber dans ce que l'on appelle la rotation synchrone. Il est évident que tous ces facteurs réduisent considérablement les chances d'apparition et de maintien de la vie. La troisième catégorie comprend les corps célestes avec un indice élevé, supérieur à 0,7, et tous sont situés en dehors du système solaire. Selon les calculs, la taille de ces mondes et les conditions à leur surface sont potentiellement similaires à celles de la Terre. Mais il y a une planète qui est aussi ressemblante que possible à la nôtre. Elle n'est qu'à 12,5 années-lumière de la Terre. Ce monde étonnant tourne autour de l'étoile de Teegarden, une petite naine rouge découverte en 2003. Cette étoile est 1370 fois moins lumineuse que le Soleil, ce qui signifie que malgré sa proximité avec la Terre, elle n'est pas visible à l'œil nu. La masse de cette petite étoile équivaut à environ 9% du Soleil, et son rayon est environ 5% plus grand que celui de Jupiter. Les forces gravitationnelles sont à peine suffisantes pour entretenir une réaction thermonucléaire dans les entrailles de l'étoile, de sorte que sa température de surface n'est que de 2900 Kelvin, soit environ 2630 degrés Celsius. Comme toutes les naines rouges, la zone habitable de l'étoile de Teegarden est relativement étroite et très proche de celle-ci. En 2019, après une longue observation du mouvement propre de l'étoile, 2 exoplanètes ont été découvertes dans son système, l'une en dehors de la zone habitable et l'autre à l'intérieur. La planète externe, désignée Teegarden C, se déplace autour du centre du système sur une orbite circulaire presque parfaite, d'un rayon de 0,045 unités astronomiques, effectuant une révolution complète en 11,5 jours. On suppose qu'il s'agit d'un corps céleste rocheux dont la masse est supérieure de 11% à celle de la Terre. Et le rayon, selon des calculs approximatifs, est 3,5% plus grand que le rayon de notre planète. Malheureusement, les conditions à la surface de Teegarden C sont loin d'être confortables. En raison de la luminosité extrêmement faible de l'étoile mère, l'objet reçoit 63% d'énergie en moins que la Terre n'en reçoit du Soleil. Par conséquent, la température calculée à la surface de l'astre est en moyenne de moins 47 degrés Celsius, ce qui est trop bas pour soutenir la vie, du moins sous les formes qui nous sont familières. Toutefois, on ne peut exclure que, comme les satellites de Jupiter, Teegarden C cache sous une épaisse couche de glace de vastes océans d'eau salée aux conditions plus douces. La planète intérieure du système est appelée Teegarden B. C'est actuellement l'objet le plus semblable à la Terre qui ait été découvert. Son IST est de 0,95, soit 0,05 de moins que l'indice de référence de la Terre. Ce corps céleste est situé à 0,025 unités astronomiques de son étoile et effectue une révolution complète autour de celle-ci en un peu moins de 5 jours. Se déplaçant sur une orbite presque circulaire, l'exoplanète se trouve constamment dans la zone habitable de son étoile, recevant d'elle 15% de rayonnement de plus que la Terre n'en reçoit du Soleil. Selon les calculs, la masse de Teegarden B n'est supérieure que de 5% à celle de notre planète. Son rayon ne diffère de celui de la Terre que d'une fraction de pourcent, ce qui signifie que le niveau de gravité est également proche de celui auquel nous sommes habitués. Il s'ensuit qu'avec un haut degré de probabilité, la structure interne de l'exoplanète est proche de celle de la Terre. On suppose qu'en son centre se trouve un noyau métallique massif entouré d'une épaisse couche de manteau silicaté en fusion. La partie extérieure du corps céleste est recouverte d'une croûte relativement fine de roches solidifiées. La modélisation mathématique montre que la température moyenne de Teegarden B est de 28 degrés Celsius, soit 14 degrés de plus que la température terrestre. Cela signifie qu'un océan d'eau liquide peut exister à la surface de l'exoplanète et que le régime de température peut être potentiellement confortable pour la plupart des micro-organismes. Malgré le fait que Teegarden B soit suffisamment massive et puisse contenir une atmosphère relativement dense, la méthode des vitesses radiales utilisée pour la recherche d'exoplanètes ne nous permet pas d'obtenir des informations sur sa composition. Pendant ce temps, son régime de température dépend directement de la structure de l'enveloppe gazeuse de l'exoplanète. Par exemple, une atmosphère dense contenant une grande quantité de méthane et de dioxyde de carbone créera un fort effet de serre, et des nuages denses de vapeur d'eau, au contraire, réfléchiront les rayons du Soleil, provoquant un refroidissement. Il convient également de rappeler que même si les paramètres de cet étonnant corps céleste peuvent nous inspirer de l'optimisme, ils présentent certains inconvénients. Très probablement, en raison de sa proximité avec l'étoile mère, la planète est toujours tournée du même côté, ce qui entraîne inévitablement de fortes différences de température entre l'hémisphère éclairé et l'hémisphère ombragé.
En outre, il faut tenir compte du fait que l'étoile de Teegarden est une naine rouge et que cette classe d'étoiles a tendance aux explosions soudaines. La variation des fluctuations de sa luminosité peut atteindre 30%, ce qui a un impact très fort sur les planètes proches. Néanmoins, les chances que Teegarden B soit habitée sont assez élevées. Les créatures biologiques sont parfois étonnamment résistantes et leur capacité d'adaptation frappe l'imagination. Par exemple, l'océan pourrait constituer une défense contre les radiations destructrices et les changements de température extrêmes. Sa couche supérieure est potentiellement capable d'absorber les radiations cosmiques et les courants d'atténuer les contrastes de température. Il est possible qu'au fil du temps, dans les profondeurs chaudes, saturées d'énergie et d'oligo-éléments, pourraient apparaître des organismes primitifs. Après tout, la vie n'a parfois besoin que d'une infime chance pour se développer en quelque chose de plus. Les premiers pas vers la justification théorique de l'existence de planètes complètement recouvertes d'eau ont été faits dans les années 70 du siècle dernier. C'est à cette époque qu'il a été prouvé que la désintégration radioactive dans les entrailles des planètes et les forces des marées pourraient entraîner la fonte de la glace d'eau et la formation d'océans géants. Des processus similaires se produisent très probablement sur les lunes de Jupiter et de Saturne. Cependant, en raison de leur grande distance au Soleil, ces corps célestes restent enfermés par une épaisse croûte de glace. Toutefois, lorsqu'il s'agit de planètes-océans, on désigne le plus souvent un type légèrement différent de corps céleste. Cela implique que l'océan de la planète n'est pas caché sous une couche de glace et que sa profondeur dépasse une centaine de kilomètres. Un calcul théorique des processus de formation et d'évolution de ces planètes a été réalisé par des astrophysiciens français dirigés par Christophe Sautin en 2004. Selon cette théorie, si la masse de la planète en formation dépasse 10 fois celle de la Terre, elle commencera alors à attirer activement l'hydrogène et l'hélium du nuage de gaz et de poussière environnant, se transformant en géante gazeuse au fil du temps. Si la masse du corps céleste n'est que de 6 à 8 masses terrestres, la nouvelle planète sera composée de glace et de roches pierreuses dans des proportions approximativement égales. À titre de comparaison, le poids total de toute l'eau des océans de la Terre n'est que de 0,025% de la masse totale de notre planète. Dans le cas où l'orbite d'un objet spatial est située loin de son étoile mère, il deviendra un géant de glace ou une super Terre froide. La désintégration radioactive à l'intérieur du noyau peut faire fondre une partie de la glace, créant un océan caché, mais les couches externes du corps céleste resteront gelées. Si la planète se trouve dans la zone habitable de son étoile, ses couches externes fondront et couvriront la surface d'un océan sans fin. Les calculs théoriques montrent qu'une planète d'une masse de 6 à 8 masses terrestres pourrait avoir une coquille d'eau dépassant une centaine de kilomètres. La pression d'une telle masse d'eau pourrait atteindre 20 000 atmosphères en fonction de la température, des impuretés et d'autres paramètres. Cela suffit pour produire des formes de glace spéciales et exotiques qui peuvent rester solides même à des températures élevées. De plus, contrairement à la glace à laquelle nous sommes habitués, ces modifications sont plus lourdes que l'eau liquide. Par exemple, la densité de la glace 7, très probablement dans les conditions données, est d'environ 1650 kg par mètre cube. Cette glace se dépose au fond de l'océan planétaire, formant une cryosphère massive qui entoure le noyau plus lourd de la planète. L'occasion de tester ces calculs théoriques dans la pratique s'est présentée lorsqu'une petite étoile faible, dénommée Gliese 1214, a été découverte à une distance de 42 années-lumière de la Terre. Le diamètre de la naine rouge s'est avéré 5 fois plus petit que celui du Soleil et sa masse ne représente que 15,7% de celle du Soleil. Dans le même temps, Gliese 1214 est 300 fois plus sombre que notre étoile et sa température de surface n'est que de 3000 Kelvin ou 2700 degrés Celsius. En soi, l'étoile n'a rien de spécial, juste une autre naine rouge ordinaire, semblable à des milliards d'autres étoiles de notre galaxie. Cependant, en 2009, a été découverte une planète à sa proximité, appelée Gliese 1214b. Malgré le fait que son diamètre soit 2,5 fois supérieur à celui de la Terre, cette exoplanète n'est que 6,5 fois plus lourde que la Terre. Des calculs simples montrent qu'avec de tels paramètres, l'accélération de la gravité à la surface de la planète ne sera que de 91% de sa valeur terrestre. La densité moyenne de Gliese 1214b est d'environ 1870 kg par mètre cube. Cette valeur est trop faible pour que la masse principale de l'exoplanète soit constituée de roches et de métaux, comme par exemple sur Terre.
Cependant, cette valeur de la densité moyenne est en bon accord avec l'hypothèse selon laquelle la planète se compose de 3/4 d'eau ou de glace d'eau et seulement d'1/4 de roches rocheuses. Sur la base de ces observations, on peut supposer que ce corps céleste est une planète océan. L'objet est très proche de son étoile mère. La distance moyenne n'est que d'environ 2 millions de kilomètres ou 0,014 unités astronomiques, soit 75 fois moins la distance entre la Terre et le Soleil. Dans le même temps, l'excentricité de l'orbite est assez élevée et égale à 0,27, légèrement supérieure à celle de Pluton. Cela signifie que Gliese 1214b est environ 2 fois plus proche de son étoile au périhélie qu'à l'aphélie. Aussi, la planète fait une révolution complète autour de l'étoile mère en 36 heures environ. Malgré le fait que la naine rouge Gliese 1214 est environ 300 fois moins lumineuse que le Soleil, l'incroyable proximité avec l'étoile rend le climat de la planète très chaud. En supposant que la surface de Gliese 1214b ait une réflectivité similaire à celle de Vénus, alors la température de surface de la planète devrait être d'environ 393 Kelvin, soit 120 degrés Celsius. Si elle est plus sombre, la température pourra atteindre 553 Kelvin, ou 280 degrés Celsius. Du fait que l'orbite de Gliese 1214b croise le disque de l'étoile, les scientifiques peuvent mener des études spectroscopiques de son atmosphère. Mais les résultats obtenus à ce jour sont contradictoires. Si cet objet spatial est vraiment une planète océan, son atmosphère devrait être principalement constituée de vapeur d'eau avec des impuretés d'autres gaz. Cependant, aucune raie d'hydrogène, d'hélium ou de substances complexes telles que l'eau, le dioxyde de carbone ou l'ammoniac n'a encore été détectée dans le spectre de la planète. On suppose que la couche externe de l'atmosphère dense cache sa véritable composition. Les conditions à la surface de Gliese 1214b ressemblent surtout à l'intérieur d'une chaudière à vapeur géante, et la pression de l'atmosphère dans ses couches inférieures devrait être au moins 15 fois supérieure à celle de la Terre. Du fait que l'océan est en équilibre thermodynamique avec l'atmosphère, la frontière entre eux est un concept assez vague. Après tout, la densité de la vapeur d'eau à la surface même de l'océan est approximativement égale à la densité de l'eau en ébullition constante. Si vous commencez à plonger dans les couches inférieures de l'océan, la pression augmentera continuellement jusqu'à ce qu'à une profondeur d'environ une centaine de kilomètres, elle atteigne des valeurs telles que l'eau ne puisse plus rester liquide même à une température aussi élevée. Nous atteindrons le fond, constitué de glace dense et lourde, dont l'épaisseur selon les calculs peut dépasser 5000 km. Ainsi, la majeure partie de l'eau de la planète est concentrée ici. Sous la cryosphère, il y a très probablement un noyau de roches pierreuses et de métaux. Malheureusement, l'apparition de la vie sur une planète océan est peu probable même si la température de surface est plus favorable. Le fait est que l'océan sur de telles exoplanètes contient trop peu d'oligo-éléments nécessaires aux êtres vivants. Même en tenant compte des météorites qui bombardent occasionnellement la surface de ces corps célestes, la variété des composés chimiques ne suffit pas à la formation de la vie. Néanmoins, l'étude des planètes océans est d'un grand intérêt pour la science. Les calculs de modélisation mathématique de la NASA publiés en 2020 suggèrent qu'il pourrait y avoir des milliards de planètes de ce type dans notre galaxie, à la fois froides, avec un océan caché sous une croûte de glace, et chaudes comme Gliese 1214b. Après tout, l'eau est l'un des composés complexes les plus courants dans l'univers. Cela signifie que les chances de trouver de nouvelles planètes océans sont très élevées. En 2020, à la veille d'Halloween, la NASA a compilé une liste de mondes les plus effrayants, comprenant 6 exoplanètes. Chacune d'elles est un objet non seulement avec des conditions extrêmes pour tout organisme vivant, mais même se trouver dans leurs environs pourrait être fatal. La première d'entre elles est une géante gazeuse noire, appelée TRES-2b. Ce corps céleste tourne autour de l'étoile TRES-2, une naine jaune, située à une distance de 718 années-lumière de nous. TRES-2b a une composition chimique unique de surface qui permet à la planète d'absorber plus de 99% de la lumière qu'elle reçoit. La raison de ces propriétés est encore inconnue, et il est possible que ce corps céleste connaisse de telles réactions chimiques que nous n'avons pas été en mesure de détecter sur un objet similaire auparavant. Et c'est grâce à elle que TRES-2b est l'exoplanète la plus sombre que nous connaissons. La découverte de cette géante gazeuse a eu lieu le 21 août 2006. Et des caractéristiques plus détaillées ont été obtenues quelques années plus tard. La masse de TRES-2b est de 1,2 masse de Jupiter et le rayon atteint 1,27 fois son rayon.
l'atmosphère de la planète est chauffée à 1000 degrés Celsius, grâce à quoi l'exoplanète émet une faible lueur rouge, comme des charbons ardents. Cependant, malgré toute son apparence sombre, TRES-2b ne peut pas être qualifié d'endroit le plus dangereux de notre univers. En effet, en plus d'elle, un beaucoup plus grand nombre d'objets effrayants sont cachés dans l'espace. Voici une exoplanète appelée 55 Cancri E, qui est située dans le système d'une étoile similaire au Soleil, 55 Cancri A. Ce corps céleste a été découvert le 30 août 2004 grâce à la méthode de spectroscopie Doppler. La masse de cette planète est approximativement égale à 8 masses de la Terre et le rayon est de 1,875 fois celui de notre planète. 55 Cancri E est en rotation synchrone. Il ne fait donc jamais jour sur un côté de cette planète et il ne fait jamais noir sur l'autre. C'est pourquoi le côté tourné vers l'étoile est toujours chauffé à 2400 degrés Celsius et la température du côté nuit est de 1300 degrés Celsius. Un chiffre si élevé peut s'expliquer par le fait que la distance à laquelle la planète est éloignée de son étoile n'est que de 0,0183 unités astronomiques. De plus, le volcanisme est très probablement présent sur cette planète, en raison duquel des nuages de poussière sont régulièrement libérés sur 55 Cancri E, bloquant les émissions thermiques. La période de révolution autour de son étoile est d'un peu moins de 18 heures et l'atmosphère contient de l'hélium et de l'hydrogène. Elle comprend également une grande proportion de carbone, qui forme très probablement des couches épaisses de graphite et de diamants dans les entrailles de la planète. En même temps, 55 Cancri E n'est pas le seul objet dans le système planétaire de son étoile, car à part lui, il y a encore 4 autres corps célestes. Ils ont tous des conditions beaucoup plus favorables, et c'est cette circonstance qui distingue le système 55 Cancri A de l'objet suivant. Son nom est Poltergeist, ou PSR B1257+12c. Et c'est une exoplanète située dans le système de Pulsar. Ce corps céleste est situé à seulement 0,36 unités astronomiques du centre du système, ce qui indique que Poltergeist n'aurait pas pu survivre à l'explosion de la supernova qui a probablement précédé l'émergence du pulsar. Par conséquent, l'exoplanète serait apparue après cet événement, par exemple à partir de la nébuleuse formée après l'explosion. Il existe également une autre hypothèse, selon laquelle le pulsar se serait formé à la suite de la fusion de 2 naines blanches. Et ce processus n'est souvent pas accompagné d'une puissante explosion. Mais du fait que ce soit la première fois que nous observons un tel objet, la réponse exacte sur son origine est encore inconnue de la science. Le système du corps céleste est situé à 2300 années-lumière de la Terre. Et en termes de masse, Poltergeist est environ 4 fois plus massive que notre planète. Sa période de rotation est d'environ 66 jours. De plus, si jamais nous nous approchons de cet objet mystérieux, les flux de rayonnement émis par le pulsar détruiront très probablement tout vaisseau spatial. Compte tenu de toutes ces propriétés, Poltergeist ne peut pas être qualifié d'exoplanète la plus dangereuse de toutes celles que nous connaissons. Après tout, si en s'approchant, un petit corps céleste peut simplement s'effondrer. Mais lors d'un contact étroit avec l'objet suivant, il commencera complètement à s'évaporer. La raison en sera la température ultra élevée qui est présente sur l'exoplanète la plus chaude que nous connaissions, Kepler 70b. Cet objet orbite autour de l'étoile sous-naine Kepler 70. Sa température de surface est plus élevée que celle de notre Soleil. Elle est de 6800 degrés Celsius. La masse de l'objet est de 0,44 masses terrestres et le rayon atteint 0,76 rayons terrestres. La période de révolution de ce corps céleste est de 345 minutes, c'est-à-dire que le jour ici dure moins de 6 heures. Dans le même temps, l'exoplanète passe régulièrement à une distance de 240 000 km à côté d'un autre objet du système, Kepler 70c. Et pour le moment, c'est le passage le plus proche de planètes entre elles de tous ceux que nous avons pu enregistrer. La température extraordinairement élevée de ce corps céleste pourrait s'expliquer par le fait qu'autrefois, cet objet ait pu faire partie de son étoile mère. Cependant, pour le moment, la question de l'attribution définitive de Kepler 70b au statut d'exoplanète reste ouverte. Il convient de noter que Kepler 70b n'est pas le seul corps céleste que nous connaissons qui soit en interaction aussi étroite avec son étoile mère. Un autre objet dans des conditions similaires est une exoplanète appelée WASP-12b. Ce corps céleste est situé à 870 années-lumière de notre système. Son rayon est de 1,93 fois plus grand que celui de Jupiter et sa masse est de 1,46 fois celle de la plus grande planète du système solaire. WASP-12b se trouve à 0,03 unités astronomiques de son étoile.
En raison d'une telle coexistence étroite, la température sur WASP-12b atteint 2200 degrés Celsius. Et en raison de la gravité surpuissante de l'étoile mère, l'étoile absorbe progressivement ce corps céleste, et dans environ 10 millions d'années, l'exoplanète sera très probablement complètement effondrée. Compte tenu de toutes ces conditions, il est peu probable que nous puissions approfondir l'étude de cette planète. Après tout, de tels mondes, semble-t-il, ne peuvent pas présenter un intérêt primordial pour la science. Cependant, certains d'entre eux ont des propriétés vraiment uniques, et malgré leur apparence, ils cachent bien plus de dangers qu'il n'y paraît à première vue. Par exemple, en survolant le corps céleste HD 189 733b, vous pourriez penser qu'il s'agit d'une planète sûre, car extérieurement, elle ressemble beaucoup à notre Terre. Mais en descendant au niveau de son atmosphère, tout voyageur rencontrera plusieurs menaces mortelles. Les vents ici sont composés de particules de silicate et ont une vitesse de 8700 km/h. De plus, sur l'exoplanète, il pleut aussi, à la suite de quoi des précipitations de verre fondu tombent à la surface. Les températures extrêmement élevées et la composition de l'atmosphère sont la principale raison de ces conditions météorologiques meurtrières. La période de révolution de l'exoplanète autour de son étoile est d'environ 2 jours et demi, et très probablement, la planète est toujours tournée vers son étoile d'un même côté. Selon ses caractéristiques, HD 189 733b est une géante gazeuse bleu vif dans la constellation du Petit Renard. Sa distance de notre système n'est que de 63 années-lumière, et le diamètre de cet objet est 1/10 plus grand que celui de Jupiter. La masse de l'exoplanète est 13% supérieure à la masse de la plus grande planète de notre système, et l'exoplanète tourne autour d'une naine orange. La distance de HD 189 733b à son étoile est 30 fois inférieure à la distance de la Terre au Soleil. Elle est d'environ 5 millions de kilomètres. Du fait de cette proximité, la température de l'exoplanète se maintient en permanence à environ 930 degrés Celsius du côté éclairé et ne descend pas en dessous de 425 degrés Celsius du côté sombre. Les premières études de cet objet ont commencé immédiatement après sa découverte, et en 2007, en utilisant les données du télescope Hubble, les scientifiques ont découvert que HD 189 733b avait une atmosphère brumeuse. De plus, lorsque la planète se trouve entre un observateur terrestre et une étoile, son atmosphère acquiert une teinte rougeâtre. Une raison possible de cet effet est la brume dans l'atmosphère, qui, selon des estimations préliminaires, se compose de particules de fer, de silicate et d'oxyde d'aluminium. Aussi, grâce aux informations obtenues par Hubble, les scientifiques ont également pu confirmer la présence de vapeur d'eau, d'oxygène neutre, ainsi qu'un composé organique de méthane dans l'atmosphère de la planète. Et après réexamen, la présence de monoxyde de carbone côté jour a été confirmée. Cependant, le plus grand nombre de questions ont été soulevées par des études selon lesquelles des traces de méthane ont été trouvées dans l'atmosphère de la planète, qui se trouve dans un état fluorescent spécial, émettant un rayonnement électromagnétique dans la gamme infrarouge. Cet état de la matière indique la présence d'une activité inconnue dans l'atmosphère de HD 189 733b qui reste à élucider. Ainsi, grâce à l'étude de cet objet, nous pouvons conclure que même sur les exoplanètes les plus inadaptées à la vie, des processus qui présentent un intérêt pour la science peuvent encore se produire. En attendant, le processus de leur recherche se poursuivra. De tels mondes ne resteront pour nous que des planètes d'horreur pendant longtemps, et nous rappellerons toujours à quel point nous avons de la chance avec notre Terre. Auparavant, nous avons déjà réussi à étudier quelques mondes terrifiants et mortels qui ont été découverts dans l'immensité de l'univers. Certains d'entre eux sont extrêmement chauds, d'autres sont situés à proximité des sources de rayonnement les plus puissantes, et d'autres encore se distinguent par les conditions inhabituelles qui prévalent à leur surface. Cependant, notre liste des planètes les plus effrayantes n'est pas encore épuisée, ce qui signifie qu'il est temps de poursuivre ce voyage. Notre premier arrêt se situe à 202 années-lumière de la Terre, près de la naine orange K2-141. Sa masse est d'environ 0,7 masse solaire et son rayon est de 68% de celui de notre étoile. Dans le même temps, la température de la surface de l'étoile atteint 4600 Kelvin, soit environ 20% de moins que celle du Soleil. À une distance de seulement 0,007 unités astronomiques de l'étoile, on peut détecter une planète plutôt inhabituelle, appelée K2-141b. Ce monde rocheux est 5 fois plus massif que la Terre, et son rayon est 1,5 fois plus grand que celui de notre planète.
À partir de ces données, on peut conclure que la gravité à la surface de l'objet est au moins 2 fois supérieure à celle de la Terre et que le noyau métallique lourd représente de 30 à 50% de sa masse. Le corps céleste effectue une révolution complète autour de l'étoile mère en environ 6h30. Et en raison de son extrême proximité avec l'étoile, il est en rotation synchrone et lui fait constamment face d'un même côté. Les observations montrent que la température de la partie éclairée de l'objet atteint 3270 Kelvin ou 3000 degrés Celsius. Cela suffit non seulement pour faire fondre la plupart des roches et des métaux, mais aussi pour les transformer en vapeur. On suppose que le côté jour de la planète peut être recouvert d'un océan de lave, toujours en ébullition, et qu'il peut avoir également une atmosphère exotique composée de vapeurs de métaux lourds et de silicates. Dans le même temps, la zone d'ombre du corps céleste est incroyablement froide. Selon les calculs, la température de la majeure partie de ce côté est des dizaines de fois inférieure à celle de la partie éclairée et peut même atteindre des valeurs négatives. La modélisation mathématique montre qu'en raison de cette différence de température, les vents les plus forts soufflent constamment sur la planète, dont la vitesse atteint 1,75 km/s. C'est environ 5 fois la vitesse du son, ce qui signifie que la surface de K241b est constamment secouée par un puissant bourdonnement assourdissant. On suppose que les flux atmosphériques ayant touché le côté sombre de l'exoplanète se condensent et tombent en pluie flamboyante sur sa surface, formant des rivières de lave. Ainsi, le métal en fusion retourne dans l'océan de magma, puis s'évapore à nouveau, formant un incroyable cycle de feu. Cependant, tout ce cycle infernal n'affecte qu'une zone relativement petite de la partie d'ombre de la planète. Cela est dû au fait que l'évaporation du côté chauffé n'atteint tout simplement pas la partie principale de la zone non éclairée, se déposant dans la zone frontalière. Par conséquent, la région centrale du côté sombre de la planète est très probablement un désert de glace délimité par des couches de roches gelées. Cependant, K241b est loin d'être la planète la plus chaude connue. Par exemple, à 670 années-lumière de la Terre se trouve un objet appelé Kelt 9b, dont la surface est chauffée à 4600 Kelvin, soit environ 4330 degrés Celsius. Dans le même temps, les couches extérieures de presque toutes les naines rouges sont nettement plus froides, ce qui signifie que cette exoplanète peut rivaliser avec la température des étoiles. Son étoile mère, connue sous le nom de Kelt 9, est une étoile bleu-blanche d'une masse 2,6 fois supérieure à celle du Soleil. Le diamètre de l'objet est 2,3 fois celui du Soleil. La température de surface de Kelt 9 est très élevée et équivaut à environ 10 170 Kelvin ou 9900 degrés Celsius. Ce fait explique en grande partie les conditions extrêmes qui prévalent sur la planète voisine. Kelt 9b est situé à une distance de 0,035 unités astronomiques de l'étoile mère et effectue une révolution complète autour du centre du système en environ 1,5 jours. L'exoplanète est une géante gazeuse chaude dont la masse est 2,8 fois supérieure à celle de Jupiter et dont le rayon est environ 2 fois plus grand. D'après les connaissances actuelles sur la structure de ce type de planète, on peut supposer que la partie interne de l'atmosphère de ce corps céleste est encore plus chaude. Selon les calculs, sa température peut atteindre 11 000 Kelvin en raison des processus d'ionisation des métaux lourds. Cette valeur est si élevée qu'en plus des substances auxquelles nous sommes habitués, comme l'hydrogène ou l'hélium, des vapeurs de fer et de titane peuvent également être trouvées dans l'enveloppe gazeuse de la planète. La proximité de la planète avec son étoile mère et sa température extrêmement élevée lui font perdre progressivement son atmosphère. Le puissant vent stellaire la projette constamment dans l'espace, de sorte que l'objet est entouré d'un nuage de gaz raréfié. Par la suite, cette substance sera attirée et absorbée par l'étoile. Les calculs montrent que l'exoplanète perd jusqu'à 68 masses terrestres tous les milliards d'années. En théorie, après une longue période, Kelt 9b pourrait perdre toute son atmosphère et se transformer en une planète chtonienne. Cependant, son étoile mère atteindra probablement le stade final de son cycle de vie bien avant cela, tout en dévorant et détruisant tous les corps célestes proches. Les objets spatiaux précédents prouvent que les étoiles peuvent non seulement réchauffer les planètes les plus proches d'elles, mais aussi les détruire. Cependant, dans l'univers, il y a des corps célestes qui ont subi la colère de leur étoile mère dans une plus large mesure. L'un d'entre eux est situé à 4570 années-lumière de la Terre, près d'une petite étoile appelée V391 Pégasi. Cet astre est une naine blanche dont la masse est la moitié de celle du Soleil et le rayon d'environ 23% de celui de notre étoile. La température de cet objet astronomique est très élevée et avoisine les 30 000 Kelvin, mais les réactions thermonucléaires en son intérieur ont cessé depuis longtemps. L'étoile attend maintenant des centaines de milliards d'années de refroidissement lent et de transformation en naine noire.
Près de cette étoile banale orbite une planète au destin remarquable, qui porte le nom de V391 Pégasi b. La modélisation mathématique montre qu'elle a non seulement survécu à la perte des couches de son étoile progénitrice, mais qu'elle s'est également déplacée presque à l'intérieur de celle-ci, pendant un certain temps. On suppose que lorsque l'étoile au centre du système s'est transformée en géante rouge, ses couches externes se sont rapprochées de l'orbite de la planète et se sont extrêmement raréfiées. Leur densité était des dizaines de fois inférieure à celle de l'air atmosphérique qui nous est familier, ce qui signifie que les corps célestes, absorbés par l'étoile mourante, ont conservé pendant un certain temps leur intégrité. Bien sûr, ils ont progressivement perdu de la vitesse et sont descendus dans les couches les plus chaudes et les plus denses de l'étoile. Mais l'astre a perdu les couches externes avant que V391 Pégasi b ne fonde et ne cesse d'exister en tant qu'entité unique. À l'heure actuelle, cette exoplanète est vraisemblablement une géante gazeuse 3 fois plus massive que Jupiter. Son orbite se situe à environ 1,7 unités astronomiques de son étoile mère et l'objet met environ 1170 jours terrestres pour effectuer une révolution complète autour du centre du système. On ne comprend pas très bien comment ce corps céleste a réussi à maintenir une masse aussi élevée après avoir été en contact avec les coquilles chaudes de l'étoile. On suppose que leur impact aurait dû détruire complètement l'atmosphère de l'objet. Cependant, il ne fait aucun doute que l'effondrement de l'étoile mère a considérablement modifié à la fois l'orbite et les paramètres de l'exoplanète. Il est donc peu probable que nous sachions un jour à quoi ressemblait V391 Pégasi b, avant qu'il ne plonge dans une mer de plasma déchaîné. L'espace extra-atmosphérique cache de nombreux objets astronomiques aux propriétés les plus insolites. Certains d'entre eux sont presque impossibles à voir avec un télescope conventionnel, mais ils peuvent être détectés en étudiant le cosmos dans la bande radio. Un exemple de ces corps célestes est le pulsar, une étoile à neutrons qui tourne autour de son axe à une fréquence très élevée. Les spectres de ces objets sont caractérisés par des pulsations très rapides et uniformes, de sorte que lorsqu'un corps céleste étranger passe entre la source de rayonnement et un observateur terrestre, il est immédiatement perceptible. C'est exactement de cette manière que notre prochaine cible a été détectée. Elle se trouve à environ 4000 années-lumière de la Terre et est située à proximité d'une étoile à neutrons dont le nom est difficile à prononcer et que vous pouvez lire sur l'écran. Le pulsar a un diamètre d'à peine 20 km et a une masse d'environ 1,4 masses solaires. L'objet tourne à une vitesse incroyable, faisant environ 10 000 tours par minute et émettant en permanence de puissantes impulsions de rayonnement électromagnétique. Ces ondes de rayonnement mortel irradient constamment la surface de l'exoplanète, la rendant un endroit rude et hostile. Le corps céleste lui-même effectue une révolution complète autour du centre du système en seulement 2 heures, et la distance qui le sépare du pulsar est inférieure au rayon du Soleil, seulement 600 000 km ou 0,004 unités astronomiques. En même temps, la surface de la planète est limitée par l'éternel froid cosmique, car son étoile mère n'émet pratiquement pas d'énergie thermique. La masse de l'objet est d'environ 330 masses terrestres et son rayon est environ 4 fois plus grand que celui de notre planète. La gravité à sa surface est donc environ 20 fois supérieure à celle de la Terre. Les calculs montrent que la planète a une densité moyenne d'environ 23 grammes par centimètre cube, ce qui est supérieur à la plupart des composés connus. On pense que l'objet est principalement composé de carbone cristallin soumis à une pression énorme. En outre, ses couches supérieures contiennent un peu d'oxygène, qui est probablement lié chimiquement au carbone. Il est très peu probable qu'un corps céleste aussi proche de son étoile ait pu survivre à l'explosion d'une supernova. Il est plus probable que cette exoplanète se soit formée après que son étoile progénitrice ait terminé son voyage, laissant derrière elle un pulsar. Selon une autre hypothèse, cet objet pourrait être le vestige d'une naine blanche ayant perdu la majeure partie de sa matière. Dans ce cas, la classification d'un tel corps céleste devient une tâche très difficile. Quoi qu'il en soit, ce monde est sans aucun doute l'un des plus dangereux et des plus hostiles parmi ceux qui se cachent dans les abysses cosmiques. L'année 2003. Au cours d'études standards du ciel étoilé, dans la constellation du Phénix, une petite naine jaune a été découverte. Puis par la suite, a été nommée WASP 96. L'année 2013, le télescope spatial Super WASP a découvert une géante gazeuse extrêmement gonflée à proximité immédiate de l'étoile.
L'analyse spectrale préliminaire de son atmosphère a montré qu'elle a une transparence étonnante et ne contient presque pas de vapeur d'eau. L'année 2022. Le télescope spatial de nouvelle génération, James Webb, a réanalysé la composition de l'enveloppe gazeuse de l'objet. Cette fois avec une précision jusqu'alors inatteignable. De nouvelles données ont dérouté les scientifiques. Selon eux, l'exoplanète devrait être enveloppée de couches denses de nuages épais, ce qui contredit complètement les idées précédentes. Ainsi, les données de Webb divergent des résultats des premières mesures, nous obligeant à réfléchir à l'exhaustivité de notre compréhension de l'univers. Qu'est-ce que cet appareil étonnant et qu'a-t-il déjà réussi à discerner dans les profondeurs de l'espace? Essayons de le comprendre. L'histoire du plus grand télescope spatial moderne a commencé en 1996. Son développement et sa modernisation ont duré 25 longues années, après quoi l'appareil a quitté notre planète et a commencé son voyage dans l'espace. James Webb a passé un mois en route vers sa destination, située à 1,5 million de kilomètres de notre planète. Puisque le télescope est équipé de capteurs infrarouges de haute précision, il est capable de voir les objets spatiaux les plus faibles et les plus éloignés, cachés dans les profondeurs de l'univers. Cependant, une sensibilité inégalée a un inconvénient. Le rayonnement trop fort de la Terre, de la Lune et du Soleil brouille les signaux faibles des étoiles et des exoplanètes lointaines. C'est pourquoi, afin de contrecarrer cet effet, les appareils ultrasensibles ont été recouverts d'un écran multicouche réfléchissant la chaleur. L'observatoire lui-même a dû être éloigné des grands corps célestes et placé près du dit deuxième point de Lagrange, dans l'ombre de notre planète. Néanmoins, les résultats obtenus valent tous les efforts déployés, car Webb nous a fait de nombreuses découvertes étonnantes, presque dès les premiers jours de son fonctionnement. Certaines d'entre elles étaient attendues, d'autres ont suscité des questions supplémentaires. L'une de ces études paradoxales a été l'analyse spectrale de WASP-96b, une exoplanète chaude d'une densité extrêmement faible. Elle est située à 0,045 unités astronomiques de son étoile mère et fait une révolution complète autour d'elle en seulement 3 jours et demi. Selon les calculs, la masse du corps céleste est la moitié de celle de Jupiter et son diamètre est 20% supérieur à celui de Jupiter. En raison de l'extrême proximité de l'étoile, la température des couches externes de l'objet est assez élevée et atteint 1285 Kelvin, soit un peu plus de 1000 degrés Celsius. Les exoplanètes de ce type sont des Jupiters chauds et se distinguent par d'importantes pertes d'atmosphère dues à l'influence du vent stellaire. Les premières mesures dans l'enveloppe gazeuse de WASP-96b ont trouvé des lignes de sodium très distinctes, que les chercheurs ont interprétées comme le signe d'une atmosphère inhabituellement claire et sans nuages. Le fait est que selon les modèles disponibles de la structure des géantes gazeuses, cet élément ne peut exister que dans les profondeurs de la planète. Puisque nous voyons ces traces, cela signifie que les régions supérieures de l'enveloppe gazeuse du corps céleste n'absorbent pratiquement pas la lumière. On a supposé que grâce à ce fait, les détecteurs ultrasensibles de James Webb pourraient scruter les couches les plus profondes de l'exoplanète. Cependant, les informations obtenues par le télescope se sont avérées radicalement différentes. Selon elles, les couches externes de la géante gazeuse contiennent une abondance de vapeur d'eau. En se condensant dans la haute atmosphère, il peut se former une brume étendue ou des nuages denses, reflétant une partie de la lumière incidente. De ce fait, la température des couches inférieures de l'objet peut différer considérablement des valeurs calculées. Peut-être que la précision de la première étude était insuffisante ou que certaines des données ont été mal interprétées. Il est également possible que nous ne connaissions toujours pas un certain facteur qui nous permettrait de combiner les résultats obtenus. WASP-96b reste un mystère, ce qui signifie qu'elle doit encore être étudiée plus en détail. Bien sûr, les découvertes de Webb ne s'arrêtent pas là. Par exemple, à 69 années-lumière de nous, il existe un système inhabituel composé de 3 naines brunes à la fois. Ces corps cosmiques sont trop grands pour les planètes
et en même temps trop petits pour déclencher une réaction thermonucléaire stable dans leur profondeur. Généralement, il est très difficile de détecter les naines brunes, car leur propre rayonnement de surface est extrêmement faible. Cependant, James Webb voit l'univers principalement dans la lumière infrarouge, ce qui permet de détecter des objets presque invisibles dans la gamme optique. Les deux plus grands composants de ce système sont très similaires dans leurs caractéristiques et sont situés assez près l'un de l'autre. La distance entre eux est d'environ 2 unités astronomiques et leur masse totale est légèrement supérieure à 100 Jupiter. Les températures des deux objets est relativement élevée et atteint 2600 Kelvin, soit un peu plus de 2300 degrés Celsius. Le troisième composant du système est situé à une distance beaucoup plus grande, environ 100 unités astronomiques du centre. Il a une masse de 14 à 23 masses joviennes et son rayon est 20% plus grand que celui de Jupiter. De plus, cette naine brune est environ 2 fois plus froide que ses compagnons plus massifs. Selon les observations, la température de ces couches externes est de 1240 Kelvin, ou légèrement inférieure à 1000 degrés Celsius. Néanmoins, le corps céleste est beaucoup plus chaud que les géantes gazeuses de notre système, surtout en l'absence d'un astre qui le chauffe. Une découverte inhabituelle a été que les couches externes de cette naine brune contiennent non seulement les composants habituels, tels que l'eau, le méthane ou le dioxyde de carbone, mais également les plus petites particules de divers composés de silicium. La plus simple d'entre eux est le quartz, mais des substances plus complexes ont également été observées. On pense qu'ils sont concentrés dans l'atmosphère du corps céleste sous la forme de vastes nuages. L'existence de tels amas a été prédite plutôt à partir de considérations théoriques, car le silicium, étant un produit de réaction thermonucléaire stellaire, est assez répandu dans l'univers. Cependant, jusqu'à récemment, cette hypothèse ne pouvait pas être confirmée par des observations. On suppose qu'il y a environ 140 millions d'années, un seul nuage de gaz et de poussière se trouvait sur le site de ce système, qui s'est ensuite divisé en 3 amas indépendants. La cause probable de cet événement pourrait être l'effet gravitationnel d'un corps céleste massif qui serait passé à côté de la nébuleuse protostellaire. Il est à noter que si la séparation ne s'était pas produite, la masse totale de l'objet formé aurait été suffisante pour déclencher une réaction thermonucléaire auto-entretenue. Dans ce cas, au lieu de 3 naines brunes, nous aurions pu observer une seule étoile minuscule. Bien sûr, les instruments du télescope Webb sont capables d'étudier non seulement des objets uniques cachés dans les profondeurs de l'espace, mais aussi des structures cosmiques grandioses, s'étendant sur des centaines d'années-lumière. L'une d'elles étant la nébuleuse de la Carène, le plus grand berceau stellaire de notre galaxie. Cet amas lumineux et vaste est situé à environ 8500 années-lumière de la Terre et sa masse atteint 900 000 solaires. Il comprend non seulement des nuages géants de gaz et de poussière interstellaires, mais aussi des milliers d'étoiles, de très petites aux vraies géantes. En particulier, c'est ici que se trouvent 2 étoiles qui sont incluses dans la liste des objets les plus brillants de la Voie lactée, Eta Carinae et WR25. La luminosité de chacun d'eux dépasse celle du Soleil de plusieurs millions de fois. Bien sûr, de tels objets uniques attirent inévitablement l'attention des astronomes. Cependant, les caméras infrarouges de Webb permettent de voir de nombreuses étoiles jusque-là inconnues dans une brume poussiéreuse. Le fait est que c'est dans cette région de l'espace que des centaines de jeunes étoiles naissent constamment. Selon les concepts modernes, de nouveaux astres sont formés en raison des forces de gravité qui compriment et chauffent les nuages de gaz cosmiques. Au cours de son évolution, une proto-étoile passe par plusieurs étapes jusqu'à ce qu'un feu thermonucléaire éclate finalement dans ses profondeurs. Cette théorie a été confirmée par de nombreuses observations. Cependant, de nombreux détails de ce processus long et complexe restent mal compris. Parfois, la formation d'une nouvelle étoile prend des millions d'années. Cependant, les astronomes n'ont pas besoin d'un temps d'observation aussi long. Grâce aux capteurs infrarouges de Webb, des milliers de proto-étoiles et de jeunes étoiles à divers stades d'évolution ont été découvertes dans la nébuleuse de la Carène. Il est très important que tous ces objets aient été formés dans le même nuage de gaz, ce qui signifie que leur composition et leur âge sont très proches. En les observant, les chercheurs pourront retracer entièrement le processus de formation des étoiles et mieux comprendre quelles sont les forces qui y sont impliquées.
Certaines des phases supposées de ce processus prennent quelques heures ou quelques jours, et grâce à Webb, la probabilité de les enregistrer augmente considérablement. Il est tout à fait possible que nous puissions bientôt admirer la photographie d'une jeune étoile scintillant à des milliers d'années-lumière du Soleil. Pendant ce temps, un miroir à 18 sections d'un diamètre de 6,5 mètres et un ensemble d'instruments ultra précis embarqués permettent à James Webb de capter la lumière d'objets situés beaucoup plus loin, à la limite de l'univers visible. Leur âge est de plus de 13 milliards d'années, ce qui signifie que le télescope nous donne l'opportunité de plonger dans les temps les plus anciens, immédiatement après l'hypothétique Big Bang. Cependant, même James Webb n'aurait pas été en mesure d'apercevoir leur lueur sans une coïncidence unique. Le phénomène de lentille gravitationnelle est connu depuis longtemps des scientifiques. Ce phénomène physique qui nous aide à mieux voir les profondeurs de l'univers consiste dans le fait que la puissante gravité générée par un corps massif concentre et amplifie la lumière provenant d'une source située derrière lui. Un tel effet nécessite la coïncidence de nombreux facteurs. Il n'est donc pas surprenant qu'il s'agisse de l'un des phénomènes les plus rares de l'univers. Il est d'autant plus surprenant qu'au cours de l'observation de l'amas de galaxies SMACS 0723, situé à environ 4 milliards d'années-lumière de la Terre, James Webb a enregistré la lumière d'un objet spatial passant à travers des lentilles gravitationnelles 3 fois. Au total, le rayonnement a été amplifié d'environ 20 fois, sans quoi les astronomes ne pourraient guère le séparer du bruit de fond. On pense que cet objet est une galaxie lointaine et très ancienne, dont l'âge est estimé à 13 milliards d'années. De plus, environ 10 autres amas d'étoiles ont été découverts, vraisemblablement nés entre 200 et 700 millions d'années après la naissance de l'univers. D'après certaines observations, ils ont une structure complexe dont la formation prend des dizaines de millions d'années. Cette découverte permettra aux scientifiques de clarifier les idées existantes sur les premiers stades de l'évolution de l'univers et peut-être nous forcera même à reconsidérer son âge. Malheureusement, nous savons encore très peu de choses sur ces temps anciens et James Webb nous aidera certainement à en savoir plus à ce sujet. Étonnamment, après avoir parcouru des milliers d'années-lumière, nous n'avons connu qu'une petite fraction de la diversité infinie des exoplanètes de notre galaxie. Des centaines de milliards d'autres mondes sont restés cachés aux regards indiscrets. Mais chaque jour, nous en apprenons davantage sur l'univers, et ce qui semblait incroyable hier pourrait devenir possible demain. Ce qui signifie que de nombreuses autres découvertes étonnantes nous attendent.